Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. C'est la rentrée pour Nyon Région Télévision, mais c'est aussi la rentrée scolaire. Les écoliers ont repris le chemin de leur établissement scolaire hier et comme chaque année, la rentrée, c'est un lot de nouveautés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Borloo. Frédéric Borloo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller d'État en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que, comme tout un chacun, vous avez une appréhension à la fin des vacances à reprendre vos activités professionnelles? En un mot, est-ce que vous avez le seum avant de retourner au travail? Alors, ça ne m'empêche pas de dormir, mais disons que c'est clair que c'est un moment assez intense. Il faut préparer cette rentrée. Il y a une grande conférence de presse avec beaucoup de sujets qui sont abordés, beaucoup de gens qui y participent aussi, beaucoup d'attentes de la part des enseignants et aussi des parents. Alors, on sent qu'il y a de la pression. En tout cas, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont sous pression. Donc, comme tout le monde, vous avez le seum au retour des vacances. On va parler évidemment de formation professionnelle et d'enseignement. On va parler de ces nouveautés. Vous étiez quel style d'étudiant? Vous étiez quel style de collégien, appliqué ou pas? C'est très difficile de répondre à cette question, évidemment, comme responsable de l'école. Mais disons que lorsqu'il y a des problèmes dans l'école, je peux dire que j'en ai vécu certains. Et donc, j'étais peut-être pas l'élève le plus appliqué, assez fougueux, et je comprends certaines situations. D'accord, écoutez, on va en parler de tout ça, on va parler de cette rentrée scolaire, de ces nouveautés, mais tout d'abord, je vous propose d'aller sur le terrain à la rencontre de Gérard Produit. Il dirige l'établissement scolaire de Nyon-Marans. Gérard Produit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement scolaire secondaire de Nyon-Marans. Vos élèves entrent en 12 et 15 ans. Que signifie la rentrée pour ces élèves ? C'est toujours un moment important. Après les vacances, il faut se remettre sur le banc, le chemin de l'école. Écoutez, c'est une année sereine. Les élèves, je les ai rencontrés ce matin. Ils semblaient ravis, reposés. Et puis, c'est reparti pour une nouvelle année. C'est aussi le cas, cette rentrée pour les enseignements et puis pour les membres de la direction avec des nouveautés cette année, notamment ce fameux congé Joker. Comment vous en avez discuté avec vos collègues ? Oui, d'abord, le chef du département nous a présenté le congé Joker la semaine passée. Je l'ai présenté également aux enseignants. Les élèves auront une information aujourd'hui. Les parents recevront des documents. Et puis, lors des conférences de rentrée qui se tiennent en soirée au début septembre, on informera également les parents des modalités. Je pense que c'est une bonne chose. On s'adapte en fait à l'évolution de la société. Et puis, on constate aussi que beaucoup d'autres cantons pratiquent déjà ce congé Joker. Donc, pourquoi pas ? C'est, j'imagine, un des sujets de discussion au sein de la salle des maîtres à la pause. Qu'est-ce qui se dit ? Disons qu'il y a une volonté de simplifier certaines procédures. Alors c'est vrai que certains enseignants pourraient dire on va donner congé à des élèves, on va devoir refaire des tests à certains moments. Moi, je pense que ça va plutôt simplifier administrativement les choses. Les gens n'abusent peu ou pas. En général, lorsqu'ils demandaient un congé, quand on estimait que ce congé était justifié, on répondait positivement. Ça ne va pas fondamentalement révolutionner. Par contre, ça permet un peu plus de souplesse pour les familles, et moi je le comprends. On l'a appris en mars dernier, la Matu en 4 ans se fera à partir de 2038. Il faut donc, j'imagine déjà, se préparer, même au sein des établissements secondaires. Comment on aborde cette révolution ? Je dirais que pour l'instant, on est informé des travaux qui se mettent en place, mais c'est vraiment un projet du département. Il y a des équipes qui planchent là-dessus, avec des représentants des différents départements. Donc ça se passe à un autre niveau. Et puis nous, lorsque les décisions seront prises en haut lieu, sachant qu'on est consulté, et ce qui est très appréciable, on avisera à ce moment-là. Pour l'instant, sur le terrain, c'est pas cette année qu'il y aura des changements, puisqu'en fait, le calendrier va jusqu'en 2038, donc il y a encore du temps. Alors justement, quels sont les enjeux de cette année en termes d'enseignement et pour les établissements dont vous êtes le représentant ?
Alors pour Niort-Marans, cette année, on va apporter un accent particulier sur le salut. En fait, l'idée étant de mettre en place des rituels pour le début de chaque leçon où nos élèves, il y a une procédure, il y a un rituel qui est mis en place à l'entrée de la classe où on salue les élèves saluent l'enseignant. Ensuite, il y a un rituel où les élèves se tiennent debout derrière leur pupitre avant le début du cours. Puis ensuite, il y a un rituel également quand on quitte la classe où on salue. On met en place ce genre de choses qui crée davantage de sérénité, davantage de sécurité et puis qui cadre un petit peu les choses de manière à harmoniser un petit peu les pratiques dans tout le bâtiment scolaire. Et voilà, et évidemment, la Mathieu 4 ans, c'est pour 2032 et pas 2038. Frédéric Borloo, on l'a entendu, hein, ce directeur de collège, un accent particulier sur les saluts. Est-ce qu'il faut réapprendre le savoir-vivre en société au sein de l'école ? En tout cas, il faut le maintenir, le savoir-vivre. Si on ne doit pas le réapprendre, peut-être, mais parce que c'est quelque chose de très important, je trouve, cette initiative. Tout à fait intéressante, le fait de se dire bonjour. Ça me surprend souvent quand je passe dans certaines grandes villes où plus personne ne se dit bonjour. Enfin, je sais pas, c'est encore à nous de faire l'effort devant la jeunesse ou voilà, même les policiers, suivant où, disent plus bonjour, enfin, etc. C'est très surprenant. Et je pense que c'est une bonne initiative, précisément, pour reprendre un peu le b.a.-ba de la relation humaine. D'accord, réapprendre le savoir-vivre en société. Allez, on va parler de ces nouveautés de la rentrée 2024. On l'a entendu, le congé Joker. Alors, est-ce que c'est une simplification administrative, comme on l'a entendu de la part de ce directeur, ou est-ce que c'est plus de souplesse pour les familles ? Quel est le concept ? Alors, les deux. L'idée, c'est ça, c'est d'être un peu plus simple administrativement. Si on est entre 16 et 40 000 congés par année à l'école vaudoise, c'est vraiment une grosse évaluation, mais ça veut dire que c'est plusieurs ETP. Si chaque demande de congé prend 5 minutes, c'est 3 ETP. Si en moyenne elle prend 10 minutes pour être traitée, eh bien c'est le double. Et donc voilà, c'est un équivalent hein, pour se rendre compte. Donc on essaye de simplifier administrativement les choses et puis de rapprocher les parents avec l'école. Donc les parents ont une responsabilité, ils demandent congé, voilà, enfin ils annoncent un congé pour leurs enfants, mais ils doivent respecter des règles. Ils ne peuvent pas le dire le matin même parce qu'il fait beau et puis ils veulent aller à la piscine, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un délai, il y a un cadre, on ne peut pas prendre congé. Contrairement à ce que le directeur s'inquiétait il y a un instant, on ne peut pas prendre congé durant une période d'examen. Donc ça nécessite aussi de la part des directions d'établissement d'avoir une planification annuelle qui est faite le plus tôt possible pour que les parents soient au courant des dates qui sont impossibles pour eux et durant lesquelles ils ne peuvent pas prendre congé pour leur enfant. Et puis c'est pas non plus infini, hein, on ne peut pas cumuler les congés, il peut falloir partir 3 jours de suite, enfin, etc. Voilà. Je pense que c'est pratiqué déjà dans 18 cantons, je crois. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le canton de Vaud. Alors du coup, c'est la fin des interros surprises. C'est pas... Non, mais les interros surprises, c'est quand même pas le vendredi à 15h. Hein. C'est assez rare que ce soit à cet endroit-là. Mais la question est tout à fait pertinente. Ça va peut-être nécessiter voilà, quelques aménagements dans les habitudes de certains enseignants. Mais enfin, ça semble avoir un impact quand même assez faible. Et puis les directions, quoi qu'il en soit, les directions accordaient des congés sans tenir compte non plus des interros surprises, parce qu'ils n'étaient pas au courant, puisque c'est une surprise. Voilà, donc 3 journées ou 6 demi-journées prises. Alors vraiment, pour les vacances, ça ne remplace pas, si j'ai bien compris, les rendez-vous de médecins, etc. Alors, les syndicats n'ont pas été consultés. C'est une annonce que vous avez prise de votre fait. Pourquoi ne pas avoir consulté vos partenaires sociaux ? Alors, écoutez, on s'est vu avec les syndicats il y a quelques semaines. C'était l'occasion de cadrer bien un peu quelle était la relation de travail. La relation de travail, elle est principalement fixée dans la loi et ça concerne le statut du personnel. Et donc là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une modification du statut du personnel enseignant. C'est plutôt de la gestion du département. Et bien entendu, les syndicats ne sont pas invités à faire de la cogestion
en ce qui concerne les services qui s'occupent de l'enseignement dans le canton de Vaud. Alors, il n'y avait pas tellement de raisons de les consulter. Je crois que globalement, le projet est bien accepté. Les parents sont plutôt contents. Quelques enseignants un peu inquiets. La plupart sont aussi satisfaits de cette démarche, je crois. Et donc, voilà, on va aller de l'avant. Voilà, et ça implique donc une modification de la loi sur l'école obligatoire. On va parler d'école inclusive avec ce concept 360 qui se poursuit. Alors, rappelez-nous en 2-3 phrases, très brièvement, ce que c'est que ce concept 360 du canton de Vaud. Alors, l'école inclusive, qui avait été baptisée 360 il y a quelques années dans le canton de Vaud. Maintenant, on ne le baptise plus, en fait. On quitte un peu cette appellation, non pas parce qu'elle était mauvaise, non, elle était plutôt intéressante, mais simplement parce que l'école inclusive, elle a toujours été inclusive. Ça fait 40 ans que l'école inclusive, c'est l'école vaudoise. Et on a voulu nommer un concept, mais en fait, on a attiré un peu l'attention sur quelque chose qui était assez naturel et qui, aujourd'hui encadré par des professionnels, eh bien, permet à des jeunes qui ont des difficultés, ont des handicaps, de rester à l'école, alors qu'auparavant, ils étaient soit très mauvais élèves, soit ils étaient en institution. Parce que l'encadrement était insuffisant. Et surtout, je dirais que le niveau professionnel qui a changé. Hein. On sait beaucoup plus de choses aujourd'hui sur le fonctionnement de l'être humain, des enfants, et puis on peut mieux les aider qu'on ne le savait il y a 40 ou 50 ans. Mais est-ce que l'école, ce n'est pas une norme qui doit être appliquée à tout le monde, ou est-ce que dans une classe de 25, finalement, il y a 25 cas particuliers, il faut tous les accompagner ? Alors le but, c'est pas de tous les accompagner, mais le but, c'est qu'un maximum d'entre eux arrivent à la fin de scolarité avec leur certificat. Et puis qu'un maximum d'entre eux puissent obtenir ensuite un certificat ou un diplôme de post-obligatoire. C'est ça l'enjeu. Eh bien, pour ça, si vous avez un enfant qui a un handicap, qui est dyslexique, enfin, etc., il y a des techniques aujourd'hui pour l'accompagner, l'aider à atteindre ces objectifs-là, et non pas rester toute sa vie un peu en marge de la société. Eh bien, je crois que c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de prendre un maximum de gens. Si vous avez une norme pour tout le monde, la même, alors bien sûr, les examens à la fin, ce sont les mêmes pour tout le monde, on dira ça comme ça. Mais le travail pour y arriver peut être très différent d'un élève à l'autre. Alors, encore une fois, on ne peut pas mettre un enseignant derrière chaque élève, donc ça reste quand même un travail de groupe. Ça reste une école publique, ça reste aussi, mais elle est appuyée par des professionnels qu'on n'avait pas il y a bien des années. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à parfois être dans une classe. Ça peut poser des problèmes, c'est vrai. On est très conscient de ça. C'est pas simple d'avoir une classe avec plusieurs intervenants, mais c'est le seul moyen qu'on connaît aujourd'hui pour précisément prendre un maximum d'élèves, le conduire, lui permettre en fait d'assumer ses objectifs de vie qui va se construire petit à petit. Alors, cette école inclusive, elle concerne aussi les autistes. Les pays industrialisés connaissent une explosion des cas d'autisme. Est-ce que cet autisme, c'est le gros défi de l'école du futur ? L'accompagnement de ces élèves. C'est un des grands défis. C'est un des grands défis, évidemment. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison pour l'instant clairement explicitée pour en déterminer les causes. Mais c'est vrai que les cas d'autisme se multiplient et donc ça nous a obligés à prendre des mesures. Et nous avons des classes régionales de pédagogie spécialisée que nous développons dans toutes les régions. Et maintenant, nous développons des classes spécifiques liées à l'autisme pour sortir des jeunes enfants de classe qui causent des troubles vis-à-vis de leurs camarades et les analyser un tout petit peu sereinement la situation, toujours dans l'école, bien entendu. Il ne faut pas les ostraciser d'une manière ou d'une autre, mais les laisser dans le cadre scolaire et voir si on peut les réintégrer dans l'école, essayer de prendre les mesures les plus adéquates. Et ça, c'est vraiment avec un encadrement de professionnels. On est obligé de faire ça.
Sinon, ça rend la scolarité pour tous les élèves vraiment extrêmement difficile. Allez, on va parler d'un autre sujet important, les canicules qui se répètent. Les vacances ont terminé plutôt ce 19 août avec la reprise. Est-ce que c'est pas trop tôt cette reprise au 19 août ? Bon, les vacances, c'est des grands cycles, hein, donc elles sont fixées longtemps à l'avance, une dizaine d'années presque à l'avance, et là c'est les choix qui avaient été faits. En principe, les élèves devraient plutôt commencer vers le 20, enfin c'est comme ça que ça va se dérouler dans les prochaines années. Maintenant, est-ce que c'est trop tôt? Les problèmes de canicule, on constate que les nuits sont fraîches, que voilà, les températures montent, mais enfin, elles ne sont pas excessives. Donc c'est tout à fait possible de suivre des cours. Et puis on laisse l'appréciation de chaleur trop élevée aux établissements. Parce que la même température peut être perçue très différemment d'un établissement ou d'une région à une autre, et puis d'un établissement aussi. Si vous êtes sous les toits, que ce n'est pas isolé, ou alors si vous êtes au rez-de-chaussée dans un vieux bâtiment avec des gros murs. Voilà, la situation est très différente, puis la température extérieure est la même. Donc ça, la responsabilité, c'est la responsabilité de l'établissement. Si vraiment il a un problème, un directeur et sa direction peut décider de fermer une classe. C'est justement la question que j'allais vous poser. À partir de combien de degrés extérieurs on libère les élèves? Alors justement, c'est pas du tout... Il n'y a plus de congés chaleur, comme ça existait par le passé. Moi, je ne les ai pas vécus, mais j'ai déjà vu des témoins de cela. Et il n'y a plus de congés chaleur, donc c'est vraiment une appréciation établissement par établissement, voire classe par classe. En tout cas, 2 guides pratiques pour accompagner les directions d'établissement ont été dictés par vos départements. Évidemment, ça, c'est les plans d'urgence, mais il faut anticiper, il faut accompagner. Comment on fait? Comment le canton accompagne les établissements, les communes qui construisent? Est-ce qu'on passe à la cour d'école végétalisée, au toit végétalisé? Quelle est votre marge de manœuvre et comment vous accompagnez ces établissements? Alors, dans tout ce qui est obligatoire, eh bien, c'est de la responsabilité des communes, mais nous avons édicté un certain nombre de directives par rapport aux préaux d'école. On souhaite qu'ils soient le plus possible arborisés pour qu'il y ait des surfaces plus fraîches sous lesquelles eh bien, les élèves peuvent aussi se reposer un peu sereinement durant les récréations, avant ou après les périodes scolaires. Et voilà, en général, les écoles, les communes jouent le jeu. Il y a des grandes communes comme Lausanne qui sont très actives. Et puis, ça se met en place petit à petit. On devrait avoir quelques incitations financières supplémentaires pour les communes pour essayer d'accélérer le rythme. Puis après, l'isolation des bâtiments, tout ça, encore une fois, c'est la responsabilité des communes. Mais globalement, ça se passe assez bien. Tous les nouveaux bâtiments répondent aux normes les plus élevées en la matière. Et ça, c'est très heureux. Je veux dire qu'il y a une très bonne collaboration avec les communes. Parfois, il y a des problèmes d'autorisation de construire avec des oppositions, mais ça, c'est la vie de toutes les constructions. Et puis, dans les bâtiments propres à l'État, dans le post-obligatoire, eh bien, la direction générale qui s'occupe de cela au sein du département de Mme Moret est très active. Et donc, voilà, n'hésite pas à faire les transformations nécessaires. Vous l'avez dit, construire notamment des gymnases en vue de cette maturité fédérale en 4 ans. Effectivement, en 2032, donc il va falloir construire des gymnases, engager des profs, 1/3 de profs supplémentaires, on parle à peu près de ce chiffre. Quel est votre plan ? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop tard? On voit dans la région qu'il n'y a toujours pas de nouveaux gymnases, les terrains sont chers, sont rares. Comment vous allez faire? Oui. Alors bon, l'État vient d'acheter le bâtiment d'Étoile, près de chez vous. Et donc, on est très actifs. On a d'autres projets. On a une planification extrêmement précise, en fait, dans tout le canton. On va la communiquer d'ici quelques semaines pour la rendre publique. C'est très difficile de mettre en place une maturité en 4 ans avec toutes ses conséquences sans anticiper quelques éléments, dont la planification des constructions. Et après, bien sûr, on est tributaire de difficultés et d'autorisation, d'opposition de la part de la population. C'est la raison pour laquelle, en annonçant cette planification, bien, ça nous permet d'anticiper bien des problèmes de construction et de réalisation.
Maintenant, c'est clair aussi, on valorise la formation professionnelle. Est-ce que dans 10 ans, il y aura toujours autant de gymnasiens qu'aujourd'hui? On n'en sait rien. Pour l'instant, on a fait des hypothèses et puis on anticipe tout cela, sachant que, cas échéant, une construction peut être aussi tout à coup séparée en deux avec une partie école professionnelle et une partie gymnase. Nous, on est très favorable à ce que les écoles différentes soient proches l'une de l'autre. Ça permet des échanges tout à fait intéressants. Alors, on va en parler tout de suite de la formation professionnelle, mais levez un petit peu le voile, Frédéric Borloo, sur ces annonces que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Faut bien que je garde quelques surprises, sinon. Mais ce qui est clair, c'est que la planification est faite jusqu'après 2032, qui sera le début de cette maturité en 4 ans, mais jusqu'en 2038-2040, où on a intégré également toutes les rénovations de bâtiments, et puis quelques fermetures, ouvertures de bâtiments. D'accord, on en saura plus prochainement. On se dirige vers du 10 ans d'école obligatoire plus 4 ou 11 plus 4? Les deux. Les deux. Voilà, c'est que nous avons préféré ne pas trancher. On voit que les positions entre le 10 plus 4 et le 11 plus 4 sont irréconciliables. Les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et puis, on a à peu près un tiers des cantons suisses qui pratiquent déjà la mixité, en fait, la possibilité pour les élèves qui pédagogiquement sont les plus robustes, préparés, solides, eh bien de passer en 10e année. Inutile de leur faire perdre une année supplémentaire. Ils sont prêts. Et puis d'autres, eh bien, pourront finir leur cursus scolaire et puis rejoindre la maturité. Voilà, ça nous semble être respectueux à la fois des élèves, de leurs compétences, et puis c'est aussi un peu ça l'école inclusive. C'est pas seulement s'occuper de celles et ceux qui ont des problèmes, mais c'est aussi s'occuper de celles et ceux qui sont vraiment compétents. Et puis là, cette année, ce ne sera pas une année de perdu du tout, puisqu'on voit dans les statistiques qu'il y a entre 15 et 20% des élèves qui sont déjà bien solides chez nous et qui sont prêts à ce genre de passage. Et puis ça marche ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Très bien. Allez, on va passer à un sujet que vous affectionnez, c'est la formation professionnelle. Selon vous, est-ce qu'il y a trop d'élèves dans les gymnases, dans le poste obligatoire? Non, pas du tout. Il n'y en a pas trop en maturité, mais il n'y en a pas assez en apprentissage. Comment on fait pour rendre l'apprentissage plus sexy, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il faut une refonte du système d'apprentissage de cette formation duale? Alors, une refonte, je ne pense pas à ce stade. On fait des essais de formation qu'on appelle mixte. Ce n'est pas tout à fait une formation duale, mais ce sont des jeunes qui continuent un parcours en scolarité, à l'école pendant une année, et puis qui ensuite commencent la dualité, c'est-à-dire travail en entreprise. Ça leur permet d'acquérir quelques connaissances supplémentaires, puis un âge de plus, un peu de maturité. Une culture générale qui est importante si on veut changer de la culture générale reste très importante en Suisse, et en Europe en général, mais en Suisse en particulier. C'est la grande différence avec les formations anglo-saxonnes, c'est que vraiment on est très attentif à ça pour nous. Et donc on ne veut pas diminuer, on vient de répondre à une consultation de Berne sur quelques questions par rapport à ça. Et vraiment on maintient un niveau de culture générale le plus haut possible. Mais donc on fait des essais, mais on voit que la formation duale est reste très intéressante, et surtout c'est une bonne manière d'acquérir une formation qui est très solide, dont on peut profiter toute sa vie. Donc on n'est pas en train de la changer, mais plutôt en train de la valoriser et de faire en sorte que les parents d'aujourd'hui et les élèves aient bien à l'esprit qu'au travers d'une formation professionnelle, eh bien, on a accès aux hautes écoles spécialisées, c'est-à-dire au plus haut niveau de formation que l'on a aujourd'hui en Suisse, et pourquoi pas à l'université également. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, puisque les HES ont fêté leur 20e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et il faut vraiment que la connaissance même de l'existence de ces hautes écoles soit intégrée aujourd'hui dans toutes les familles. Et il y a deux manières, en fait, dans le canton de faire des études, une manière académique et une manière professionnelle, mais les deux peuvent conduire à une formation supérieure. On va parler d'argent maintenant, parce qu'évidemment la formation, l'enseignement, ça coûte cher. Or, il y a déjà une baisse d'impôts dans le canton.
Il devrait y avoir encore 17% de l'impôt, de baisse d'impôts. Et vous avez annoncé notamment 24 millions supplémentaires sur 5 ans pour le secteur, pour une revalorisation des salaires du secteur parapublic, plus tout ce que vous nous avez annoncé, plus encore l'école inclusive. Comment on fait pour financer tout ça? Alors que vous-même, vous le notez, il y a une baisse, justement, il faut faire attention à l'argent. Oui, bien sûr, il faut faire très attention à l'argent. Nous avons entrepris d'ailleurs d'analyser un peu le fonctionnement de notre département. C'est un très gros département. Les établissements ont des structures de direction qui datent d'années où les établissements étaient beaucoup plus petits. Aujourd'hui, ils ont tous pris de l'ampleur. Et donc, le moment était venu, m'a-t-il semblé, justement d'observer tout ça et d'être un peu plus rationnel dans l'organisation des établissements, des services et du département. Il faut mettre plus d'argent encore dans l'enseignement, si je vous entends. Alors, de toute manière, la population augmente, le nombre d'élèves augmente et le coût de la formation augmente par voie de conséquence. Mais ce n'est pas les évolutions de la formation qui coûtent forcément plus cher. On organise les choses différemment, etc. Lorsque les gens demande des moyens, par exemple, ou plus de moyens pour l'école, mais ce n'est pas forcément de l'argent à dépenser, mais c'est aussi parfois des structures, c'est parfois un encadrement, enfin, etc. Et tout ça fait que l'école évolue et que le rapport financier eh bien, est un rapport, bien entendu, important pour le département que j'ai, parce que j'ai les plus gros services de l'État. Si je vous entends bien, ce n'est pas plus d'argent, mais mieux utilisé. C'est les deux. C'est souvent les deux. Il y a de temps en temps des investissements à consentir, puis de temps en temps aussi une organisation à changer. Et je pense que il faut être attentif. L'État doit être attentif à sa propre gestion. Je crois que c'est ça, une saine gestion. Puis c'est la manière aussi de garder la confiance des gens. Si vous faites attention un tout petit peu à ce que vous dépensez dans une administration publique, vous gardez la confiance des gens qui, eux, payent des impôts et puis qui vous permettent de faire ce que vous voulez faire. Et je pense que ce lien-là, il faut absolument être attentif année après année pour essayer de le maintenir, parce que dès qu'il y a une rupture entre ceux qui payent des impôts et ceux qui bénéficient des prestations, c'est qu'il y a une rupture sociale trop importante dans notre pays. Enseignement et formation professionnelle, c'est des départements très risqués, beaucoup s'y sont cassés les dents. Est-ce que c'est mission impossible de diriger ces départements pour un conseiller d'État? Écoutez, pour l'instant, j'ai fait ma 3e rentrée depuis que je suis au département. J'ai toujours le même intérêt, le même enthousiasme à travailler avec les employés de la direction et les employés de mon département. Ils sont nombreux, il y a 17 500 personnes, plus de 3 milliards de budget, on parlait d'argent il y a un instant, mais c'est passionnant. Je suis entouré de gens qui sont extrêmement motivés également. Il y a une énergie très, très forte autour de moi lorsqu'il y a des problèmes, etc. Vraiment, les gens sont très motivés à trouver des solutions parce qu'on parle de la jeunesse, parce qu'on parle de la formation et qu'on parle d'avenir. Et donc, je suis dans un cadre qui est très motivant. Donc, pour l'instant, ma motivation ne faiblit pas. Je suis très heureux d'avoir choisi ce département. Et puis, compliqué il est, évidemment. Impossible à résoudre, les problèmes ne sont pas, mais voilà, on n'a pas de baguette magique. Et puis chaque cas est particulier. Et puis ce sont des êtres humains qui s'occupent de tout ça. Et puis ma foi, de temps en temps, il peut y avoir des erreurs, c'est humain. Je crois qu'il faut regarder aussi parfois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et j'ai le sentiment que l'école vaudoise va plutôt bien. 2027, c'est les élections, alors on est un petit peu tôt, mais vous garderiez ces départements, instruction et formation professionnelle, ou est-ce que vous seriez tenté, par exemple, par ceux de Nouria Gorité, culture, infrastructure, ressources humaines? Alors bon, déjà, quand vous vous lancez dans une campagne électorale, vous courez un risque, c'est celui d'être élu. Et puis, dans la mesure où vous êtes élu, il faut être capable de prendre à peu près n'importe quel département. Mais vous garderiez ceux que vous avez actuellement? Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de dire que je changerais. J'aurais pu prendre un autre département. On m'attendait plutôt dans les contours de l'économie ou de la finance. J'ai vu ce département qui, à l'époque, personne ne le voulait. J'ai donc choisi de le prendre.
Et comme je viens de vous le dire, je ne regrette absolument pas et je n'aurai pas de raison de changer pour l'instant en tous les cas. Frédéric Borloo, s'il ne fallait garder qu'un point de votre discours de rentrée, ce serait lequel ? C'est que toute seule, je ne ferai rien. Donc, j'essaye de rassembler un maximum de gens autour de nos projets, parce que ce n'est pas les miens, hein, c'est nos projets. Je les discute avec les gens autour de moi, et puis j'espère qu'on est un maximum à travailler dans le même sens. Eh ben voilà, merci Frédéric Borloo d'être venu sur le plateau de Nyon Région Télévision et de FC Politique. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Je rappelle que vous êtes le conseiller d'État en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour plus de politique. Allez, au revoir.